pas plus que je n'en ai eu tout au long de ma vie. Je n'ai jamais eu d'argent devant moi. Bon, il n'empêche que j'ai quand même le privilège de pouvoir construire une maison, que nous finissons de payer maintenant, et j'ai 60 ans. Je ne sais pas quand est-ce que... Enfin, maintenant, nous finissons de le payer. J'ai aussi le bonheur de voir grandir 4 enfants de ce côté-là, et je suis peut-être gardé. Pardon. Moi, j'ai bossé dans le BTP, dans le bâtiment, pas toute ma vie, une partie. On est rarement à posséder ce qu'on construit. Et c'est assez énervant. Tu prends par exemple les Zéniths, la programmation des Zéniths, je pense à Dieudonné, c'est assez facile comme exemple. On a dit pour la liberté d'expression, faut pas bloquer Dieudonné. Bon, après, quel que soit ce qui s'est passé, les conséquences. Moi, je suis juste sur l'état d'esprit, c'est qui décide que tel lieu va être occupé par telle personne. Moi, en tant que personne qui a travaillé dans le bâtiment, on m'a jamais demandé l'autorisation pour qu'il y ait telle ou telle personne, pour les Zéniths des artistes. Et ça, je trouve ça pas très normal à la base. Que le pouvoir de chacun ne s'exprime pas. Surtout lorsqu'en plus on est à entreprendre les choses, à faire les choses. Et revenir sur cette idée de base me semble élémentaire en politique. Mais c'est bien la raison pour laquelle moi qui conçois ma candidature comme complémentaire de votre action, elle n'est pas votre action. Et vous n'êtes pas la mienne. Mais les deux convergent vers un même point, si je vous ai bien compris. C'est un changement profond et radical. Et j'ai pu comprendre que pour vous, vous souhaitez aussi qu'il se passe autrement que par une mare de sang considérable par un million. Je parle toujours en mon nom, hein, en tant que Matt Jules. Oui. C'est-à-dire que je m'incarne dans Debout, je peux me nommer autrement, mais je ne me pense pas comme la globalité de Debout. Il y a une autonomie en fait des groupes Debout qui, les uns les autres, peuvent être assez différents. Oui. Alors, c'est pas homogène. Ça, je peux dire par contre une chose, et je peux y mettre peut-être une réserve sur cet aspect, c'est que cette vision, si elle se perpétue, termine toujours assez mal. Ouais. Parce que c'est dans la nature humaine qui est toujours un peu soumise au règne animal, c'est que c'est les plus patients et parfois les plus cyniques qui finissent par prendre le pouvoir lorsque tout le monde est lassé de ce désordre. Tout à fait. Et ça a souvent été... Mais tu appelles ça désordre, moi j'appelle ça la vie, le mouvement, mais c'est la vie, la simplicité. C'est la vie et le mouvement si on s'inscrit dans un cadre qui soit organisé, dans lequel il y ait beaucoup plus de parité et la reconnaissance du citoyen, la reconnaissance de celui qui fait, et que celui qui fait puisse donner son avis. Là, je te rejoins. Et tu t'es jamais mis dans la décroissance, par exemple? Dans l'idée de décroissance par rapport à la Terre qui bascule? Je ne crois pas à la décroissance. Je crois, au contraire, à la capacité de changer profondément. Mais le sentiment de je t'embête avec ça. Par exemple, tu n'as pas 40 chemises, tu en as suffisamment. Et à un moment donné, tu t'es arrêté dans ta consommation, dans le fait d'être dans l'état d'esprit de production. Il y a une limite, il y a un seuil. La décroissance, on l'a quand même malgré tout, mais on ne revendique pas la décroissance. Oui, mais disons que moi je parlerais plutôt de bon sens. Je parlerais plutôt de responsabilité par rapport au groupe ou à la nation, au peuple à l'intérieur duquel je vis. J'estime qu'on a défini un certain nombre de règles qui n'étaient pas si mal si on était foutu de les appliquer. Et je crois plutôt aussi, non seulement au bon sens, puis à l'intelligence, à la conscience du peuple. Je pense que le peuple a une conscience. Bon, le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle est totalement bafouée. C'est pour ça qu'il aspire d'une manière désordonnée, avec des voies diverses, mais à le retrouver. Et c'est un élément qui est sain. Maintenant, m'interrogeant, moi, la décroissance, moi je dirais plutôt l'adaptation à un temps. Alors si tu me dis que décroissance, ça veut dire arrêter, mettre un terme à cette consommation féroce qui nous rend tous esclaves et qui fait qu'on n'en a jamais assez et qu'au fond, on ne travaille plus que pour transporter des matériaux qu'on achète. C'est tous les mêmes, c'est globalisé. On voit du H&M partout, du Zara partout, du Sephora partout. La vie des quartiers n'existe, est détruite. C'est de la décroissance. Mais la décroissance, dans mon esprit, c'est aussi faire décroître ceux qui ont le moins.
c'est ceux qui ont le moins de possibilités, puisque tout le monde décroît. Moi, j'aspire plutôt à une organisation une forme de confort pour tous. Ouais. Fasse lever, qui fasse monter ceux qui ont rien, ceux qui n'ont rien, ou très peu, et qui, au contraire, arrase largement ceux qui ont beaucoup trop. Mais dans ce que tu dis, tu sens que la plupart des gens sont d'accord avec toi, ou il y a des clivages Non, il y a... Et tu te confrontes avec des gens clivants directement, des gens qui ont beaucoup de pouvoir en tant qu'homme politique? Oui, et ça m'a d'ailleurs coûté très cher. Hein, parce que si tu as des exemples, n'hésite pas. Je vais te les donner. Mais si je n'avais pas eu cette attitude tout au long de ma vie, j'aurais eu une vie politique plus tranquille, plus sereine. Est-ce que récemment tu rencontres des gens de Goldman Sachs, ce genre de personnages, comme tu es effectivement sur des lieux de pouvoir? Je pense que les gens se croisent, ou il y a des réunions, des conférences. Tu es en frontal des fois avec ces gens-là. Je ne sais pas qui ils sont, mais je sais par exemple que j'ai chanté un jour à l'Assemblée nationale, je suis le seul député à l'avoir fait, pour m'opposer à un État qui était pourtant le mien, mais qui ne tenait pas ses engagements et qui détruisait l'ensemble, qui disloquait l'ensemble des pouvoirs publics à travers la France. Et comme il en disloquait un sur mon propre territoire, j'ai pris celui-là, exergue, et après avoir réfléchi pendant 6 mois, parce que je n'avais pas fait sur un coup de tête, j'ai chanté pour empêcher Sarkozy de s'exprimer, le ministre de l'Intérieur, ce qui m'a valu un contrôle fiscal après. Ça n'a été et tu sais qu'il y a une forte affection vers toi, tu le ressens. Il y a un retour des gens à debout. Voilà, pareil, tu as pris la parole à l'Assemblée, et les gens sentent qu'il y a une proximité qui se fait. Parce que je raconte ce que je fais. Et lorsque je revenais de Nuit debout, je le disais à l'Assemblée. Et je voyais mes collègues, la plupart du temps, qui baissaient les yeux pour ne pas, en se disant, mais il est fou, pourquoi il a été là-bas. Et un soir, le premier soir d'ailleurs, je devais prendre la parole pour une intervention assez longue, et c'est les huissiers qui m'ont fait remarquer que je devais peut-être passer me brosser un petit peu avant, parce que j'avais pas vu que par terre il devait y avoir l'auteur, c'était la nuit, les souliers n'étaient pas très aptes, donc je me suis un petit peu nettoyé, puis j'ai dit, je viens du peuple pour parler au peuple, pour représentant du peuple, donc je pense qu'ils ne m'en voudront pas, en tout cas c'est comme ça, je parlerai comme ça. Voilà. Disons qu'il y a une forme de modestie chez toi qu'on sent, et de naturel, et qui met à l'aise, et on se ressemble sur ça, t'es naturel. Et souvent, lorsqu'on est vertical, tu te présentes en 2017, c'est quand même très très vertical. Mais voilà, tu as cette simplicité. Après, il ne faut pas que ce soit non plus comme Bernard Tapie. Tout dépend de... je pense que... il sait le faire aussi, lui. Mais il ne faut pas que ce soit comme lui, évidemment. Il y a peu de risques. Mais voilà, je te sens il y a peu de risques évidemment que différent. Je lui ressemble un jour. Disons que si j'avais voulu lui ressembler, j'aurais peut-être essayé de le faire un tout petit peu auparavant. Au contraire, c'est... Moi, ce qui m'interpelle, c'est par exemple, tu étais au Modem. Je te l'ai raconté au téléphone. J'ai embêté... Bérou, au siège du Modem, les gens étaient plutôt contents, c'était plutôt assez intéressant de vivre ce moment où je le mettais en cause par rapport à ses liens avec Bongo Père. Les gens comprenaient, et c'était des gens qui venaient le voir au sein du Modem, donc des gens du Modem. Donc l'autocritique existe. Lui le percevait comme une critique un peu gênante, évidemment. C'était sur un débat sur les mafias, et moi je parlais de la France-Afrique. Tu as fait partie du Modem, tu te sens pas solidaire effectivement de liens de connivence avec un dictateur, la France-Afrique, évidemment. D'ailleurs, le Modem n'a pas été confronté à ce type de choix. Par contre, je me suis mis aussi en congé lorsque j'ai vu que j'aurais à assumer, notamment si les choses vont telles qu'elles devraient aller, parce qu'il n'est pas du tout dit que nous arrivions à cette échéance d'une manière telle que nous l'imaginons. Il peut très bien y avoir une explosion dans notre pays. Toutes les conditions sont hélas réunies pour que ça ait lieu. Il y a fort heureusement 2 éléments qui vont atténuer l'ardeur. La première, c'est que le peuple français, on le dit souvent, mais ne ressent pas encore suffisamment cet impérieux besoin de changement. Et nous sommes d'ailleurs un peuple assez étonnant, parce que nous avons été dans l'histoire capables de fulgurances extraordinaires, y compris lorsque nous... Il y a eu la Commune. Il y a eu la Commune, il y a eu la Révolution, il y a eu le peuple souverain, il y a eu cette dimension d'universalité qu'on nous a reconnue, mais il y a eu aussi notre capacité à supporter pendant 4 ans et demi les Allemands, et à dire même
qu'ils étaient gentils si on ne les embêtait pas. Et la colonisation. Et, bien sûr, et le néocolonialisme aujourd'hui. Et parfaitement. Bolloré, etc. Et bien avant lui, nous avons édifié notre système d'administration sur la colonisation. Donc il y a des ombres et des lumières. Moi, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je vais présenter mon projet avec le territoire africain, avec l'ensemble du continent africain. C'est-à-dire, moi je suis pour une sortie. Hein. Je suis pour la France, voilà, on laisse l'Afrique et on se retire. Comment ça, on se retire? Ben, on se retire d'Afrique. Vu qu'on fait plus de mal à l'Afrique, hop, ça dure depuis trop longtemps, on se retire. Même s'il y a des liens affectifs, je sais bien. Moi, ce n'est pas... Je suis allé au Rwanda, etc. Non, mais moi, ce n'est pas pour faire la même chose. Ce n'est pas du tout pour faire ça. Toi, c'était plus dans des liens décentralisés. Je sais qu'il y a des choses bien qui se passent à ce niveau-là, pas toujours, mais... comment je dirais, de pouvoir commercer de nouveau, de pouvoir échanger de nouveau avec des peuples qui aujourd'hui n'ont pas du tout les mêmes standards de vie que nous et avec lesquels nous ne pouvons pas échanger et qui ont des systèmes que les politiques conduisent à partir en masse de chez eux alors qu'ils ne le souhaiteraient pas du tout. Moi je pense qu'il y a une possibilité de donner à un moment donné un coup de main à un continent que nous avons trucidé, que nous avons évangélisé, que nous avons colonisé, que nous avons tout ce que tu veux. Mais les échanges gagnant-gagnant, ils se font avec des gens qui ont à peu près le même niveau. S'il y a quelqu'un qui est beaucoup plus puissant que l'autre, il faut des rapports régionaux. Mais ça, si tu mets quelqu'un beaucoup plus puissant que l'autre, il va évidemment bouffer le petit. Ça serait un des éléments de la politique. Avec les écarts de monnaie, le franc CFA. C'est un des écarts, c'est un des éléments de la politique. C'est-à-dire que moi, je vais m'appuyer sur le peuple. Je dois retrouver la confiance du peuple. Je dois contribuer à redonner un sens au peuple souverain pour que le peuple accompagne ce mouvement. À ce moment-là, il me permettra de rendre possible le fait que ce ne soit pas avec le continent africain dans une situation de dominant à dominé, ou même de tuteur, mais que je sois dans une situation où je l'aide à prendre conscience, enfin, comme disait l'autre, apprends à pêcher un poisson plutôt que de t'en donner un. Et là, tu vas faire. Mais ça reste, apprendre à pêcher, ça reste civilisationnel, ça reste dans l'état d'esprit colonial malgré tout. Moi, je vais le faire. Ils savent très bien. Je vais le faire, oui, mais je vais le faire. En tant qu'être humain, comme partout dans le monde, il n'y a pas besoin qu'il y ait une partie du monde qui dise on va apprendre à l'autre partie du monde à faire. Tu as raison, sauf que aujourd'hui. Et surtout à personnaliser. Mais debout et contre la personnalisation, tu le sais. C'est pas comme ça que je vais faire. Mais, je t'embête exprès. Hein. Mais je vois qu'aujourd'hui, ils continuent à se faire coloniser de plus belle. Et de quel droit? Dans un temps d'ici, il y aura 800 millions de jeunes Africains de moins de 25 ans. Il n'y aura que 600 millions d'Européens tout brouillés, Russie comprise. C'est quand même dommage qu'on reste dans un monde figé, parce que tout nous fige. La France, son appartenance à l'Union européenne archi-bloquée, et dans une mondialisation elle-même archi-bloquée. Moi, ce que je veux, c'est redonner du mouvement. Et pour redonner du mouvement, il faut trouver d'autres moyens d'exprimer la vie, d'exprimer l'échange, d'exprimer, mais à condition que l'autre soit sur le même plan que toi. Et c'est ainsi que je trouverai la force par le peuple, à nouveau retrouvé, et par la force d'une jeunesse africaine qui adhérera à l'idée qu'elle aussi a le droit d'avoir le même, comment je dirais, la même possibilité de vivre, mais sur sa tradition. Il n'est pas dit que notre système démocratique soit un système qui lui convienne. Je suis président de la population des montagnes du monde et je rencontre des territoires où il y a encore des communautés ancestrales qui sont infiniment plus démocratiques que nos démocraties. Il y en a aussi qui sont beaucoup plus rudes. C'est en ce sens que je vois, c'est plutôt pour amener un changement de paradigme. Comment tu les appelles? Elles s'appellent comment ces communautés? Parce que justement, c'est au cœur du sujet, que des gens s'organisent entre eux de façon autonome. Avec des communautés souvent anciennes qui sont organisées sur le fait que... Comme les premiers kibbutz, au final c'est presque des formes d'anarchisme qui ont marché. Chomsky il a parlé de ça et c'est pour ça que j'ai ça en tête. Ce que je connais et qui fonctionne, c'est que au fond, rien n'appartient à personne. Et il y a
des territoires qui n'appartiennent à personne et qui appartiennent à tous. C'est-à-dire que chacun a le droit d'y exprimer, mais c'est organisé de façon à ce que ce ne soit pas non plus le foutoir, et encore plus la loi de celui qui sera un peu plus fort physiquement que l'autre, mais il y a des codes, et il y a des manières d'être. Mais c'est combien? C'est 40 personnes, 300 personnes, 1000 personnes? Ceux à qui tu penses? Il y a des communautés en Amérique du Sud, et encore plus peut-être en Himalaya, dans des... Et tu les as rencontrés? Ah, je les ai rencontrés. Et leurs représentants sont des adeptes de notre organisation et de notre association. Ils tiennent en responsabilité, et ils le tiennent d'ailleurs très bien. Alors ça peut être, peu importe l'échelle, ça peut marquer à toutes les échelles. C'est ce que l'on appelle la gestion en bien commun. Alors maintenant, on sort ça comme une tarte à la crème à tout le monde, sauf que gérer un bien commun, ça veut dire que le bien est public, et qu'il n'appartient à personne, et moi ça me va très bien, mais qu'il appartient en même temps à tout le monde. Le contrôle, on peut le faire quand c'est proche de soi. Après, à l'échelle d'un État, c'est compliqué. Donc du coup, par exemple, avec les transports, c'est assez simple de comprendre ça. Donc évidemment, tu le sais, mais je le dis pour les gens qui écoutent. D'une ville à l'autre, il y a des transports. Évidemment, quand on n'est pas dans la ville où va le transport en commun, eh ben on peut pas directement contrôler. Donc là se pose le problème de perte entre guillemets de démocratie. C'est un exemple, le transport assez simple pour que les gens comprennent. On peut évidemment pas penser le monde de façon recroquevillée sur soi. Donc comment on fait la synthèse entre cette perte de démocratie et le local? Moi je pars du fait qu'il y a, du postulat qu'il y a une conscience humaine, que nous avons un bien commun qui est la Terre. Il y a une conscience humaine, il y a une conscience du peuple. Et que chacun doit pouvoir y participer à condition de pouvoir s'y amarrer, à condition de pouvoir y accéder. Et à partir de ce moment-là, ton système de distance ne joue plus. Si je considère que lorsque je suis maire de Lourdes-sur-Cher, j'entretiens une forêt qui n'appartient à personne, mais qui appartient à tout le monde. Je la gère avec mes amis, parce que nous sommes là très bien, parce que je suis très fier de l'entretenir très bien. Parce que je le fais au nom de mon village, je le fais au nom de ma région, je le fais au nom de la France, je le fais au nom de l'humanité. Eh bien, ça donnera le même sentiment à tous ceux qui l'entretiendront d'une manière différente, parce que c'est la différence qu'il y a entre les peuples. Nous ne sommes pas tous uniformes, fort heureusement. Mais le but à atteindre est bien le même, c'est qu'il y ait une forme de cohérence et de connivence, de fraternité. Oui, de fraternité, dans la manière de faire pour que nous nous y retrouvions tous et que nous soyons fiers de ce que nous faisons. Parce qu'aujourd'hui, personne n'est fier de ce qu'il fait. Celui qui a trop n'est pas fier parce qu'il a peur qu'on lui arrache, et puis ça le pourrit, comme ça l'a toujours pourri. Il a le sentiment qu'il n'est pas aimé, qu'il est détesté. Alors il a tout ce qu'il faut, il a 10 voitures, il a 10 fois plus que ce qu'il lui faudrait, mais c'est un cas social. Il a besoin d'un canapé, il a besoin de 3 psychiatres pour se remettre, et celui qui n'a rien, il est infiniment malheureux aussi, et ceux qui sont au milieu sont malheureux aussi.